Est-ce que Nantes fait partie de la Bretagne? Oui, non, peut-être, je sais pas d'avis. Bon, Non. je comprends mieux maintenant pourquoi je me fais pas d'amis, hein. Je ne fais que parler de sujets qui fâchent. Donc, bien évidemment, hein, dans le cadre du privé, tout le monde se fâche contre moi. Hein. J'imagine que si vous me regardez, c'est un petit peu pareil dans votre cas. Bébé cadom, j'ai dit. Si vous me regardez, c'est un petit peu pareil dans votre cas. D'ailleurs, si vous aimez voir les gens se clasher et faire des débats houleux, hein, dites-le moi en commentaire. Bon, nous, on part à la recherche du pourquoi du comment. Pourquoi cette question se pose? Pourquoi il y en a qui disent oui? Pourquoi il y en a qui disent non? Pourquoi on dit galette et pas crêpe? Enfin, on va voir tout ça. Allez, c'est parti les amis. La carte là que je te présente, hein, qu'on va analyser, donc c'est la carte de l'Empire de Charlemagne. Il s'est présent donc en bleu, donc t'as le royaume franc à la mort de Pépin le Bref. Ensuite, t'as les conquêtes de Charlemagne, 758 jusqu'en 814. Donc, vous voyez, hein, il a conquis la Saxe, la Bavière, la Lombardie. Il a même fait une marche espagnole. Et tout à gauche, là à l'ouest, on a la marche bretonne. Hein, on a comme indication les conquêtes de Charlemagne. Donc au sens propre, il vient prendre ses territoires. Les prendre, bien évidemment, comme on le faisait à l'époque, par la force. Hein. On ne se lançait pas des fleurs et des roses pour se faire la guerre à l'époque. Non, c'était un petit peu plus chaud, un petit peu plus tendu, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, lui, il conquiert ses territoires à l'ouest, et donc il établit une marche de Bretagne. Pourquoi je vous parle de cette marche, hein, puisque moi, par exemple, quand je vais marcher, je conquiers pas de territoire, hein, je vais juste me balader pour le plaisir, tout simplement, mais bon, la marche bretonne de Charlemagne, c'est pas la même chose. C'est le but, donc, c'est de conquérir le territoire ouest. Bon, c'est quand même assez intéressant, hein, ce que je vous dis, hein, je vous parle de Charlemagne et de la marche, mais d'où viennent réellement les Bretons, donc et est-ce que ils avaient tout ce territoire à la base? Donc, nos amis les Bretons, hein, s'il y en a, arrivent d'outre-Manche et s'implantent en Armorique. Ces peuples, donc, vont établir un ensemble d'institutions distinctes de celles observées dans le reste de la Gaule. Les clans bretons y reconstituent les solidarités traditionnelles qu'ils connaissent dans l'île de Bretagne, aboutissant à la formation de 3 royaumes aux contours souvent légendaires. La Domonée, la Cornouaille et le Brouérec. On le voit, hein. Donc l'évangélisation des campagnes armoricaines prend réellement un essor au 5e siècle. La Bretagne marquée par un habitat dispersé entre déjà donc, dans une dynamique d'encellulement religieux. Ce phénomène va s'amplifier au Moyen-Âge et repose sur la structuration progressive d'un réseau de paroisses et de leurs subdivisions. Il y a de nombreux moines des pays de Galles, en particulier des monastères de Lanwitt, qui sillonnent alors la Bretagne et y diffusent un christianisme d'inspiration celtique. C'est parmi ces missionnaires immigrés que naît plusieurs siècles plus tard la légende des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Bon, si vous voulez un éclaircissement et une vidéo sur l'histoire de la Bretagne dans sa totalité, dites-le moi en commentaire. On n'est pas là pour ça, on est là pour comprendre comment la Bretagne a récupéré Nantes. Oh Seigneur, grand prince. Oh, à la classe. La révérence. Oh, c'est un saint homme. Donc au début, donc, les Bretons qui viennent de peuples britons arrivent sur la partie ouest de la Bretagne actuelle et vont finir au fil de temps par s'étendre de plus en plus jusqu'au territoire donc, de Fougères, de Clisson, donc des territoires qui sont proches de Rennes et de Nantes. Donc ces territoires vont appartenir à la Bretagne au 7e siècle et par la suite, ils vont être la conséquence de nombreuses batailles avec les Francs et les Français. Donc on comprend mieux la marche de Bretagne. Les Bretons avaient ces territoires et Charlemagne, qui est un empereur puissant, établit cette marche de Bretagne où il y a donc des guerres perpétuelles entre Bretons et Francs. Donc on est remonté aux origines, on a parlé de Charlie, hein, de Charlemagne, mais après la mort de celui-ci, l'expansion territoriale de la Bretagne reprend. En 850, le chef breton Nominoé, donc une grande star, parvient à s'imposer et conquiert notamment les villes de Nantes, de Rennes. L'année suivante, à l'issue de la bataille de Jengland, le traité d'Angers entérine l'intégration de la marche de Bretagne avec Nantes pour capitale. Donc Nantes est bel et bien donc, la capitale de la Bretagne à ce moment-là, et ce, au sein du territoire breton.
Cependant, les décennies suivantes sont marquées par une forte instabilité. Durant près de 80 ans, la Bretagne est secouée par des rivalités entre seigneurs bretons, ce qui ouvre la voie des incursions vikings de plus en plus fréquentes. Bon, les vikings, hein, vous n'avez pas vécu ça, mais eux, ils sont pas cool. C'est les cums qui sont bien énervés, qui attaquent les côtes, qui viennent piller les monastères, les territoires, moyen d'armée et militaire ennemi, plus les mecs ils se régalent à piller le territoire dans sa globalité, et ensuite ils repartent avec leur sorte de jet ski, leur sorte de dracar là, ils ont saoulé tout le monde, on peut dire les choses ainsi. Non mais c'est quoi ce bordel tabernacle, Christ de bon Dieu? Tout vous dire, ils ont tellement saoulé la plupart des gens, hein, que les gens vont retenir cette fameuse date fatidique, 24 juin 843. Ce jour-là, les Vikings prennent d'assaut Nantes, pillent la ville, incendient la cathédrale et tuent l'évêque Gohard, ainsi qu'un grand nombre d'habitants. Non mais les gars, c'est quoi ce délire là? Vous pouvez, s'il vous plaît, vous calmer là, on tue pas les gens comme as quoi. Un document daté du 31 mars 914 atteste que le comté de Nantes est alors dirigé par Foulques le Roux, mais la ville est de nouveau prise par les Vikings en 919. Ils y installent un pouvoir durable malgré 2 tentatives de reconquête menées par les Francs en 921 et 927. Bon, les 2 offensives, hein, je vous avoue, elles sont pas concluantes, elles échouent par la remise d'otages scandinaves comme gage de soumission. Il faut attendre 937 hein, pour que la cité soit libérée par Alain Barbedotte, qui parvient à reprendre le contrôle. À partir du XIIe siècle, Nantes devient l'une des résidences principales des ducs de Bretagne, aux côtés de Rennes ou encore du château de Sussigno. Bon, on le voit, hein, la Bretagne, comme la Normandie, c'est convoité par tout le monde, c'est convoité par les Anglais, c'est convoité par les Français, les Bretons, les Normands, les Vikings. C'est qui le prochain, quoi? Bon, à un moment donné, faut se fixer des limites, les gars. Chacun a le droit à son bout de territoire. Par la suite, les ducs de Bretagne doivent faire face aux ambitions concurrentes des comtes de Nantes. Ces conflits dynastiques entraînent ponctuellement le rattachement de la ville à la maison d'Anjou. La plus longue de ces périodes débute en 1156, donc c'est une période qui va durer 45 ans, marquant un temps de stabilité pour la région. En 1169, Henri II, Plantagenet et Aliénor d'Aquitaine y célèbrent fastueusement l'investiture de leur fils Godefroy comme duc de Bretagne lors des fêtes de Noël. Donc là, c'est la grosse fête. Hein. Ça me rappelle un petit peu quand j'étais enfant et que je faisais des fêtes sous le sapin de Noël. Là, c'était génial. C'était vraiment du pur plaisir. Donc en 1203, la Bretagne passe sous le contrôle des Capétiens et ouvre l'époque de la maison capétienne de Dreux. C'est à cette période que Pierre Mauclerc fait de Nantes sa résidence principale, stimulant ainsi le développement de la vie. Tout le monde veut ce territoire, hein, on le voit bien, hein. C'est une zone de passage, c'est une zone de commerce, enfin, c'est une zone qui a de la valeur pour tout le monde. Partons sur des détails techniques. Vous allez me dire, bon, la flemme, non, c'est important. Est-ce que donc la Bretagne, et alors, donc, vous l'avez compris, hein, la Bretagne est indépendante, mais est-ce que c'est un royaume ou un duché? Donc, alors qu'en plus, on entend souvent parler de royaume de Bretagne dans les légendes, et plutôt de duché de Bretagne dans l'histoire plus officielle. Bon, on va voir ça clairement. Historiquement, la Bretagne a bien été un royaume, pendant une courte période. Donc, le 9e siècle à peu près, donc de 845 à 952. Notamment sous les rois, donc, comme Nominoé, dont je vous ai parlé, Érispoé et Salomon. Ces souverains portaient parfois le titre de roi de Bretagne, surtout quand ils cherchaient à affirmer leur indépendance vis-à-vis des Francs. Mais à partir donc du Xe siècle, là où on traite, le titre de duc devient la norme, et la Bretagne entre dans une ère ducale qui dure jusqu'à son rattachement à la France par la suite. On va développer donc ça un petit peu plus en profondeur. Donc, duché contre royaume, c'est quoi la différence? Donc, les critères, donc c'est un royaume contre le duché. Le titre de chef pour le royaume, c'est le roi et la reine, tandis que le duché, c'est le duc et la duchesse. Pour le statut politique, pour le royaume, c'est un état souverain indépendant. Pour le duché, c'est un fief ou territoire soumis à un roi. Pour le prestige, donc le prestige est supérieur quand on est un roi qui est au sommet, et le duc est inférieur au roi. Donc voilà, parmi des exemples de royaumes, il y a le royaume de France ou d'Angleterre, et dans les duchés, donc il y a le duché de Bretagne, de Bourgogne et de Normandie. En principe, donc certains ducs, comme ceux de Bretagne ou de Bourgogne, étaient aussi puissants qu'un roi.
La Bretagne, par exemple, a longtemps eu donc une indépendance, sa propre armée, sa monnaie, sa justice, et a résisté à l'intégration dans le royaume de France. Le territoire, donc, retournons à notre Bretagne, est toujours plus convoité, donc si ce territoire va opposer deux camps, donc les partisans de Jean de Montfort, demi-frère du défunt duc Jean III, qui s'appuie sur les États de Bretagne réunis à Nantes. De l'autre côté, il y a ceux de Charles de Blois, soutenu par le roi de France Philippe VI, et reconnu duc par les pairs du royaume. La dynastie de Montfort sortira victorieuse de ce conflit et renforcera la position de Nantes comme cité ducale. Les ducs qui séjournent notamment à la Tourneuve. Au XVe siècle, la ville connaît une prospérité croissante, alimentée par le commerce maritime et fluvial. Toutefois, son poids politique s'efface progressivement au profit de Rennes, désignée dès cette époque comme la ville ducale et siège des couronnements. À la fin du XVe siècle, Nantes devient un enjeu stratégique dans l'affrontement entre le roi de France et le duc de Bretagne. Donc on est ensuite en 1485 où il y a Plérlandais, trésorier du duché et ardent défenseur de l'indépendance bretonne, qui est exécuté à Nantes à la suite d'un complot mené par une partie de la noblesse locale. 3 ans plus tard, en 88, la ville tombe entre les mains des troupes royales, marquant un tournant dans l'histoire du duché. L'union entre la Bretagne et la France se concrétise peu après lorsque la duchesse Anne, héritière du duché, épouse Charles VIII en 91, puis Louis XI en 98. Leur fille Claude de France transmet le duché à son époux François Ier. Dans le même temps, les États de Bretagne demandent eux-mêmes l'union officielle avec le Royaume de France, en échange du respect de leurs privilèges. Cette union ouvre une nouvelle ère pour la région. Donc, passons au point essentiel, à ce pourquoi donc vous avez cliqué la vidéo, à qui appartient réellement Nantes, et pourquoi Nantes a été divisée. Pourquoi Nantes est devenue donc la capitale d'une autre région, la capitale régionale d'une autre région que celle de la Bretagne. Donc là, par exemple, pour vous expliquer, la Bretagne intègre la France, mais elle souhaite préserver ses privilèges. Et ces privilèges donc, sont acceptés et sont autorisés par le Royaume de France. Le souci étant, si vous regardez ma vidéo en 2025, normalement vous regardez à ce moment-là et vous ne la regardez pas à l'époque des rois, ça serait très rigolo de faire YouTube à l'époque des rois, mais nous ne sommes plus dans une monarchie, nous sommes dans une république. Donc la Révolution française marque un premier changement administratif. On révolutionne tout. Tous les privilèges d'auparavant, tout ça c'est terminé. Les provinces comme la Bretagne sont dissoutes, remplacées par des départements en 90. 5 départements sont alors créés, et dans l'espace de la Bretagne historique, Côte du Nord, donc Côte d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire inférieure, devenue Loire-Atlantique, toutes encore considérées bretons. Donc là, on le voit bien, il y a un premier basculement à ce niveau-là, une première révolution en fait, où la Bretagne et les Bretons perdent leurs privilèges du passé. Mais il y a un autre basculement majeur qui arrive, et il faut attendre 2 siècles plus tard, soit sous le régime de Vichy, durant la Seconde Guerre mondiale. On est alors à peu près en 41, sous l'autorité du maréchal Pétain. Il y a une réforme administrative qui bouleverse les anciennes frontières régionales. L'administration du régime cherche à décentraliser et à créer de nouvelles régions pour mieux contrôler le territoire. C'est dans ce contexte qu'est opérée une rupture artificielle. La Loire inférieure est séparée du reste de la Bretagne pour être attachée à une nouvelle entité administrative centrée sur Angers, regroupant des départements issus d'anciennes provinces différentes. Donc, par exemple, il y avait l'Anjou, le Maine et le Poitou, par exemple. C'est cette structure qui va donner naissance plus tard à la région Pays de la Loire. Donc là, il est important de noter que cette séparation n'a jamais été validée démocratiquement et n'a pas de fondement historique ou culturel. C'était une décision purement technocratique, motivée par des logiques de gestion et de centralisation. Pourtant, cette division va s'inscrire durablement dans les structures de l'État français après la guerre. Et oui, donc on le voit bien, le maréchal Pétain, et ce n'est pas le seul, mais le maréchal Pétain a fait partie des dirigeants qui ont craint la Bretagne, qui avaient peur des révoltes, par exemple par les Chouans ou les Chouans britons, et qui avaient peur que sous le régime du Troisième Reich, ils avaient peur que les Bretons aient énormément de droits, ou aient plus de droits qu'ils n'avaient donc sous le régime français. Et pour affaiblir donc la Bretagne, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Eh bien, ils vont décider de diviser cette région. Qu'il y ait moins de grandes villes
au sein du territoire breton, tout simplement. J'imagine, hein, vous n'êtes pas là les spectateurs, hein, mais si je vous refaisais cette histoire en vous parlant directement dans le bistrot du coin, hein, vous me diriez la phrase suivante, diviser pour mieux régner. Eh bien on va dire que cette phrase, c'est vous qui l'avez dite. Eh bien, je confirme, tout simplement. Après la libération, on se dit, tout va revenir comme avant, hein. Vichy, Pétain, tout ça c'est du passé, tout ça c'est diabolisé, tout ce qu'il a fait c'est diabolisé, c'est abrogé. Tout ce qu'il a fait va être abrogé, oui, sauf certaines structures administratives qui vont paradoxalement perdurer. Par exemple, l'heure allemande. Hein, si vous ne saviez pas, l'Angleterre, qui est juste au-dessus de vous, hein, sur une carte, et a une heure de décalage. Nous, notre heure et la façon dont nous voyons le temps est fixée selon l'heure allemande, et non pas l'heure française comme auparavant. Eh bien, parmi les réformes qui vont être gardées, hein, du maréchal Pétain, eh bien, ces réformes des régions vont rester comme elles est. Donc, on va décider que le Pays de la Loire va être composé de la Loire-Atlantique, de la Maine-et-Loire, de la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. Dans les années 50 à 70, l'État français, dans une volonté de développement économique et d'aménagement du territoire, renforce ses circonscriptions d'action régionale. En 1956, la région Pays de la Loire est officiellement créée à titre administratif, puis renforcée dans les années 70, écartant de plus en plus cette région de la Bretagne. Tout ceci se fait donc au fur et à mesure, avant que cette région devienne une région totalement stable dans les années 70. Donc on est ensuite, à partir de là, donc les institutions régionales, le conseil régional, le préfet de région, le rectorat, la chambre et les consulaires sont toutes basées à Nantes, qui devient le chef-lieu de cette région non bretonne, bien qu'elle reste profondément marquée par son identité bretonne, historique et culturelle, ainsi que linguistique. Au passage, par exemple, les châteaux des rois de Bretagne se situent à Nantes. Malgré cette construction administrative, la mémoire collective, la culture, les traditions et l'histoire rattachent cette partie à la Bretagne. Depuis les années 70, des mouvements associatifs, culturels et politiques militent pour la réunification de la Bretagne historique. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais en fait ce qu'ils veulent dire, c'est que la Loire-Atlantique doit retourner dans la région Bretagne. Plusieurs sondages ont régulièrement montré qu'une majorité de la population en Loire-Atlantique se sent bretonne et serait favorable à une réunification. Des débats sont revenus sur le devant de la scène à l'occasion de la réforme territoriale en 2014, mais rien n'a abouti. Les gouvernements successifs ont évoqué des difficultés techniques, administratives et politiques d'un tel changement, souvent en raison de l'opposition des élus de Pays de la Loire. Aujourd'hui encore, cette question reste sensible car elle touche autant l'identité régionale qu'à des intérêts économiques et politiques. Nantes, bien que capitale des Pays de la Loire, conserve de nombreuses institutions et symboles bretons, les fêtes celtiques, les écoles bretonnes, donc les écoles d'Iwan, la signalétique bilingue, et reste pour beaucoup le cœur historique de la Bretagne ducale. Donc on le voit, c'est quasiment de l'hypocrisie, du pharisianisme, mais il y a des élus locaux qui s'en mettent plein les poches, et excusez-moi de dire les choses ainsi, je ne donne pas vraiment mon avis, mais on le voit ici, d'après mes recherches, mais en fait des élus qui ne souhaitent pas perdre leur boulot décident que la Loire-Atlantique ne doit pas être bretonne. Bon, c'est quasiment une farce, c'est quasiment une blague qu'on nous fait là. Pardonnez-moi, j'ai envie de dire, si c'est quand même assez, on va dire, ironique ou tragique que un groupe, une autocratie là, qui s'est faite toute seule, eh bien décide que cette région n'appartienne pas à la Bretagne alors que la majorité du peuple le souhaite, ou du moins la majorité du peuple qui est en Loire-Atlantique. C'est quand même assez cocasse, on peut dire les choses ainsi. Également, d'autres, on va dire, qui veulent faire jouer, on va dire, le droit et puis le droit d'État, vont dire que Nantes, en fait, n'appartient pas à la Bretagne, mais appartient à la France, puisque c'est la France qui la gère, et ce, depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, on l'a compris, pendant près de 1000 ans, Nantes a été une ville bretonne à part entière. Elle a été la capitale du duché de Bretagne à plusieurs périodes, accueillant la cour ducale, les institutions politiques et jouant un rôle central dans la construction de l'identité bretonne. Donc, au début, oui, les ducs de Bretagne y siègent et c'est là qu'a été signé l'acte officiel d'union de la Bretagne et de la France. Par la suite, en 1941, il y a une division. Et donc, officiellement, aujourd'hui, Nantes n'est pas dans la région Bretagne, mais dans les Pays de la Loire. Mais dans les faits, la population, la culture locale, les traditions, la toponymie,
la langue et l'histoire de Nantes sont profondément bretonnes. Il y a un vrai décalage entre l'administration et l'identité vécue. Et ça alimente encore aujourd'hui un débat fort sur la réunification de la Bretagne historique, avec de nombreuses pétitions, manifestations, sondages favorables et initiatives locales. Oui, Nantes appartient à la Bretagne dans le cœur, l'histoire et la culture. Non, Nantes n'est pas en Bretagne sur le plan administratif et politique actuel. Alors, est-ce qu'il y a des Bretons ici, hein? Ou même si vous n'êtes pas breton, dites-moi dans les commentaires une histoire inconnue par rapport à votre région, hein. Pensez bien évidemment à aimer, à partager, à commenter la vidéo. Pensez à la partager à vos amis, à votre famille. Vous pouvez me laisser un petit don sur Tipeee, cela m'aiderait grandement. Et bien évidemment, vous pouvez bien évidemment enregistrer cette vidéo pour la regarder plus tard. Bon bah moi je vais vous laisser là, hein, si ça vous dit. Si vous voulez pas que je vous laisse, si vous voulez que je vous fasse une vidéo par jour ou par heure, bah dites-le moi en commentaire. Et puis bah moi, c'était un plaisir de vous faire une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de haute qualité comme toujours. Allez, salut les amis, ciao.